Si vous pouviez changer une chose dans votre travail, quelle serait-elle ? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous diront que c'est le management. Dans une étude récente menée par le MIT, les travailleurs américains ont indiqué que le management et la culture qu'ils créent étaient la raison pour laquelle ils cherchaient un autre emploi 10 fois plus souvent que les travailleurs qui cherchaient un autre emploi pour obtenir une augmentation de salaire. Les bons managers existent. Mais même si vous avez la chance d'en trouver un, il est souvent confronté à une mauvaise gestion qui se répercute sur l'ensemble de la structure de l'entreprise. À une époque où la rotation du personnel coûte des milliards de dollars par an aux entreprises, on pourrait s'attendre à ce que les sociétés fassent de leur mieux pour résoudre ce problème. Mais même des entreprises comme Google et Apple, qui font de leur mieux pour créer des environnements de travail de premier plan, sont encore pointées du doigt pour leur leadership toxique. Les structures de gestion déterminent l'orientation des entreprises et il semble qu'une semaine sur deux, leur mauvaise performance soit à l'origine de la faillite de l'entreprise. Alors, pourquoi les cadres sont-ils toujours coincés ? Eh bien, croyez-le ou non, cette question a été étudiée en profondeur par un certain nombre de publications économiques. Et les résultats suggèrent qu'il ne s'agit pas simplement de personnes en colère contre d'autres personnes qui sont à peine plus haut dans la hiérarchie de l'entreprise. Les managers ont toujours été et seront toujours très mauvais dans leur travail. Mais il est possible de comprendre pourquoi, avec un peu de chance, vous pouvez utiliser ces résultats pour éviter d'être vous-même un mauvais manager. Il est donc temps d'apprendre comment fonctionne l'argent. Dans un monde parfait, les managers seraient promus à leur poste après avoir fait preuve d'une grande compétence dans les fonctions qu'ils gèrent ou, mieux encore, ils seraient recrutés en raison de leur qualification et de leur expérience dans des fonctions similaires. De toute évidence, ce n'est pas toujours le cas. Le népotisme, le favoritisme et les mauvaises décisions de recrutement nous donnent des managers qui ne devraient pas occuper leur poste. Mais ce problème n'est probablement pas aussi important qu'on le pense. En particulier dans les grandes entreprises, où les décisions d'embauche et de promotion sont gérées par des procédures de travail strictes, et non par des personnes qui pourraient confier le poste à leur beau-fils inutile. L'un des plus gros problèmes est plutôt ce que les analystes commerciaux appellent le principe de Dilbert, popularisé par l'auteur de bande dessinée Scott Adams. Le principe de Dilbert stipule que les travailleurs incompétents qui ne sont pas assez mauvais pour être licenciés sont placés dans des rôles de supervision afin de les sortir du flux de travail direct. Normalement, cela ne se fait pas directement, mais par le biais de mouvements latéraux qui permettent aux Dilbert d'obtenir des promotions plus tard. Si un Dilbert travaille dans une équipe d'analystes de recherche, mais qu'il commet constamment des erreurs de codage qui ralentissent le travail de ses collègues analystes, un responsable peut décider de lui confier un rôle non opérationnel. Par exemple, ce Dilbert pourrait être chargé d'aider vos employés, de leur faire visiter les lieux et de leur apprendre à utiliser les systèmes de l'entreprise. Cela permet aux analystes compétents de continuer à travailler sans avoir à s'arrêter ou à réparer les erreurs du Dilbert ou à enseigner au nouvel employé comment se connecter aux imprimantes du bureau. Dans l'absolu, il s'agit d'une bonne gestion. Mais le problème survient lorsque des postes de direction s'ouvrent dans cette entreprise hypothétique. Dilbert aurait un avantage sur ses collègues, sans doute plus compétents, car sur le papier, non seulement il a l'expérience du travail d'analyste commercial que tout le monde a fait, mais il était également responsable de l'intégration des nouveaux employés, une compétence qui semble excellente pour un manager potentiel, alors que Dilbert obtient une promotion parce qu'on lui a confié une tâche qui lui permet de ne pas gêner les autres. Je veux que vous vous souveniez de ce Dilbert parce que, croyez-le ou non, il y a quelque chose à apprendre de lui en matière de gestion efficace, ce que j'aborderai plus tard. Il existe un concept similaire dans le domaine de la gestion d'entreprise. Un bon exemple serait celui de Michael, du bureau. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est un vendeur fantastique, et c'est pourquoi il a été promu directeur régional. Le problème, c'est qu'il n'avait ni les compétences ni la personnalité nécessaires pour assumer efficacement ce rôle. Il est donc resté à ce poste pendant 3 ans, rendant la vie de ses subordonnés misérable. Il est important que les personnes qui prennent des décisions en matière d'embauche et de promotion comprennent le principe de Peter,
car une compréhension superficielle de cette théorie vous ferait croire que les postes en entreprise sont simplement une échelle dont chaque barreau est plus difficile à gravir que celui qui se trouve en dessous, ce qui est, bien sûr, tout simplement faux. Cela signifie que certains Peters pourraient très bien réussir dans un poste supérieur à leur fonction actuelle, tout comme ils auraient réussi dans un poste inférieur à leur fonction actuelle, mais personne ne le saurait jamais parce qu'ils ne seront pas promus en dehors de leur poste où ils ne réussissent pas bien, et personne ne veut accéder à un poste inférieur à celui qu'il occupe actuellement. Le principe de Peter couvre une marque unique, un manager qui n'est plus motivé par les promotions. Il s'agit des personnes qui ont pu être motivées pour se surpasser afin d'obtenir une promotion ou une augmentation de salaire importante, mais qui sont désormais satisfaites de leur travail et de leur salaire. Elles ne veulent pas être promues et n'ont donc aucune raison de travailler plus que le strict minimum pour éviter le licenciement. Jusqu'à présent, nous n'avons examiné que les cadres moyens, souvent détestés, des grandes entreprises. Ce sont ces personnes que, statistiquement, la plupart d'entre vous auront le plaisir de côtoyer au cours de leur carrière. Le syndrome du fondateur est la théorie selon laquelle les entreprises rencontrent des difficultés importantes lorsque leur fondateur exerce un contrôle disproportionné sur les activités de l'entreprise, au détriment des employés, des actionnaires et des clients. Les fondateurs sont évidemment des personnages très importants dans une entreprise et leur vision est à l'origine de la création de l'entreprise. Mais les grands visionnaires ne sont souvent pas d'excellents gestionnaires, et les fondateurs peuvent souvent se confondre avec la marque. À qui pensez-vous quand je dis SpaceX, Facebook, Microsoft ou même Bloomberg ? Cela peut être une bonne chose si le fondateur est charismatique et appréciable par le public. Mais c'est rare, car le public n'aime généralement pas les fondateurs d'entreprises milliardaires, et c'est encore pire s'ils finissent par faire quelque chose de terrible, car leur réputation personnelle est inextricablement liée à celle de l'entreprise. Le syndrome du fondateur est également susceptible de favoriser une culture de microgestion, car les fondateurs veulent garder le contrôle de tous les éléments de l'entreprise, quelle que soit sa taille. Les compétences et l'expérience des fondateurs jouent un rôle énorme dans le succès initial d'une entreprise, et ils veulent souvent que leur travail soit reproduit avec précision par tous les nouveaux venus dans un système de mise à l'échelle de l'entreprise. Les fondateurs n'ont pas non plus admis le caractère fastidieux de la gestion d'une entreprise efficace. Une start-up évolue rapidement et accompagne des dirigeants qui seront confrontés chaque jour à des décisions massives qui détermineront l'orientation et la survie de l'entreprise. Une fois qu'une entreprise a atteint sa taille, une grande partie du temps des cadres supérieurs est simplement consacrée à la supervision de fonctions commerciales ennuyeuses. Les employés sont-ils payés à temps ? La charge de travail du personnel est-elle gérée efficacement ? Les dépenses sont-elles traitées correctement ? Ce sont là des éléments essentiels à la bonne santé d'une entreprise, et ce sont tous des rôles qu'un bon PDG doit superviser. Mais les bons fondateurs ne font pas nécessairement de bons gestionnaires. Et ce type de tâche fastidieuse est le premier à être négligé par ceux qui s'autoproclament en grands patrons. Si le management est voué à l'échec, que peuvent faire les gens qui veulent essayer d'être eux-mêmes de bons managers ? Tout d'abord, il s'agit d'une noble quête. Et c'est une garantie, vouloir être un bon manager fait de vous un meilleur manager que la plupart des gens. Vivre et non survivre. Soyons prospères.